J'ai vu des réunions secrètes. On a vu vraiment toutes ces actions souterraines qui visent à empêcher et qui ont essayé d'empêcher la mise en place du Nutri-Score. Et ça a été 4 années d'une bataille extrêmement féroce et sévère. Professeur Serge Herbert. Serge Herbert. C'est vous l'homme des 5 fruits et légumes par jour. Vous êtes épidémiologiste, professeur de nutrition à l'université Sorbonne Paris-Nord. Vous êtes ce qu'on appelle le père Nutri-Score. Je suis un scientifique. Si on me démontre qu'une mesure n'est pas utile, je l'abandonne. Si d'ailleurs demain on me montre un logo qui marche mieux que le Nutri-Score, je changerai de logo. À partir du moment qu'on essaye de torpiller une mesure de santé publique, non pas pour des raisons scientifiques ou d'intérêt de la population, mais pour défendre des intérêts économiques, ça me motive pour continuer. C'est des années de travail à la fois de nos collègues d'Oxford, en Royaume-Uni, de notre équipe, pour établir ce mode de calcul. Notamment le gouvernement italien de Madame Meloni qui a instrumentalisé Nutri-Score comme un complot de l'Europe contre les produits made in Italy. Il paraît que Ferrero est quand même très implanté au niveau politique en Italie. C'est extrêmement inquiétant parce que, dans le pire des cas, ça ne fait mal qu'au portefeuille. Mais pris avec des doses importantes, ces produits peuvent avoir des effets délétères. Vous coupez un avocat en deux, il s'oxyde, il devient noir, il vieillit. Rajouter du jus de citron empêche qu'il devienne noir, qu'il vieillisse. Pourquoi ? Parce que le jus de citron, ça contient beaucoup de vitamine C qui est un antioxydant. L'idée, ça a été de dire, on va simuler ça au travers d'une pilule qui contienne ce qu'apporterait 5 fruits et légumes par jour. Du coup, est-ce que prendre des antioxydants, des vitamines ou des minéraux, ça permet d'être en meilleure santé ? Alors, la réponse, elle est vraiment... Le Nutri-Score est un outil qui est censé nous aider à mieux manger, pourtant il rencontre de nombreuses critiques, notamment parce qu'on a certains aliments ultra transformés qui vont être notés A, et on a d'autres aliments plus traditionnels qui vont être moins bien notés. Tu es le fondateur du Nutri-Score, est-ce que tu peux nous expliquer comment l'utiliser pour bien comprendre son utilité ? Alors d'abord, il faut rappeler que Nutri-Score, c'est donc en effet un outil de santé publique qui est destiné à aider les consommateurs à juger de la qualité nutritionnelle des aliments, pouvoir comparer les aliments entre eux et orienter leur choix vers des aliments plus favorables à leur santé. Ça ne couvre pas toutes les dimensions santé des aliments. Donc, il est légitime qu'il y ait des critiques, des questions qui sont fondées. Le problème, c'est que très souvent, ces questions sont instrumentalisées pour essayer de torpiller le Nutri-Score, car ce petit logo d'information nutritionnelle fait l'objet de combats extrêmement intenses des industriels de l'agroalimentaire qui ne souhaitent pas toujours donner une transparence aux consommateurs sur la réalité de la composition de leurs produits. S'il fait l'objet de beaucoup de combats, ça veut dire qu'il pointe quelque chose du doigt d'intéressant alors ? Absolument, vraisemblablement. Le Nutri-Score, c'est un outil basé sur la science. Donc, il y a eu de nombreux travaux qui ont démontré à la fois que sa construction reposait sur des bases extrêmement solides et qui a été validée tant dans sa compréhension, sa perception, son impact sur les choix alimentaires, sur la qualité nutritionnelle des paniers d'achat. Et évidemment, en donnant une réalité de la composition nutritionnelle des aliments, ça montre que certains aliments ne sont pas sur le plan nutritionnel les plus favorables. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en consommer, mais ça alerte le consommateur qu'il faut en consommer pas trop souvent et pas en grande quantité. Et évidemment, ça va à l'encontre d'intérêts économiques. Donc, il y a des lobbies qui ne sont pas très contents de voir ce petit outil de santé publique. Ça va m'intéresser. On va en reparler un petit peu des lobbies. Donc, si on parle du Nutri-Score, c'est un classement avec 5 lettres A, B, C, D, E. Et l'aliment va avoir une lettre qui lui est rattachée. Il va être classé soit en A, soit en B, soit en C, soit en D, soit en E. Tu as dit tout à l'heure que c'était beaucoup basé sur la science. Qu'est-ce qui fait qu'un aliment va être en A, en B, en C, etc. Qu'est-ce qui détermine le classement de l'aliment ? Alors, le calcul du Nutri-Score repose en fait sur la composition de l'aliment. On prend en considération des données d'ailleurs qui sont sur l'emballage des aliments, sur la face arrière des emballages des aliments, où il y a ce fameux tableau incompréhensible et illisible avec plein de colonnes, plein de chiffres, mais dedans, il y a des éléments intéressants. C'est difficilement compréhensible pour le consommateur, et même pour le nutritionniste, c'est très compliqué à comprendre, mais on peut les utiliser et les transformer sous forme d'un logo synthétique, comme tu l'as décrit, de A à E, du vert au rouge, et on prend en considération à la fois les éléments qui sont plutôt à limiter, qui font partie de la composition de l'aliment, les calories, le gras, le graisse saturée, le sucre, le sel. On donne des points négatifs selon la composition, selon la teneur des aliments dans ces éléments. On prend des éléments qui sont plutôt positifs. Est-ce qu'il y a des fibres, des protéines, des fruits et légumes, des légumineuses? Là, on va donner des points positifs. Et vous voyez que la somme des points positifs et négatifs, ça aboutit à une note. Et scientifiquement, on a établi des seuils qui permettent d'attribuer
les différentes catégories qui correspondent à différentes classes de qualité nutritionnelle. A, c'est le plus favorable sur le plan nutritionnel. E, c'est le plus défavorable. Et au milieu, eh bien, on a graduellement la possibilité de voir différents niveaux de qualité nutritionnelle. Et donc, ce système de notation, il est connu. N'importe qui peut comprendre pourquoi un aliment va avoir telle note. Et est-ce que n'importe qui pourrait prendre un aliment lambda et à partir de l'étiquette déterminer soi-même la note du Nutri-Score ? Alors oui, ça c'est un point essentiel parce que pour qu'un logo soit crédible, il faut que chacun puisse vérifier, il faut qu'il soit reproductible. Donc, les éléments qui sont pris en ligne de compte dans ce qu'on appelle l'algorithme, le mode de calcul du Nutri-Score existent sur l'emballage des aliments. Le mode de calcul est public. Il y a même sur le site de l'Agence nationale de santé publique, ce qu'on appelle Santé publique France, il y a un site internet qui permet d'avoir un tableur où en rentrant les données de l'aliment qui sont sur ce tableau nutritionnel incompréhensible, on arrive à avoir la note. Donc c'est quelque chose qui est totalement transparent pour le consommateur. Et qui est du coup totalement objectif en plus. Il n'y a pas d'appréciation en se disant ça doit être un peu plus sain donc on va lui donner une meilleure note. Non, c'est carré. Il y a des critères, on remplit les cases et la note sort de l'algorithme. Absolument, c'est un cahier des charges extrêmement précis. Une fois de plus, qui a été élaboré par des travaux scientifiques. C'est des années de travail à la fois de nos collègues d'Oxford au Royaume-Uni, de notre équipe pour établir ce mode de calcul. C'est très précis. C'est une marque déposée pour éviter que certains puissent inventer leur propre calcul et le transformer. C'est très objectif et ça répond réellement à des objectifs de santé publique. Je me demandais comment ça marche. C'est l'entreprise qui va avoir accès à l'algorithme et du coup remplir les éléments de son aliment dedans pour avoir la note, ou c'est vous qui intervenez après en calculant la note de l'aliment et en rajoutant ça sur le packaging? Je me suis demandé comment vous interveniez. Alors, comme c'est transparent, ce que l'on fait, c'est qu'on dit aux entreprises qui veulent adopter le Nutri-Score, il faut d'abord qu'ils s'inscrivent officiellement, qu'ils s'enregistrent sur le site de l'Agence nationale de santé publique française. Et à ce moment-là, ils peuvent eux-mêmes faire le calcul grâce au tableur qui est public et attribuer eux-mêmes les notes répondant à ce calcul. Et il n'y a pas de danger de tricherie ou même d'erreur puisque tout est facilement reproductible par n'importe qui et aucun industriel, même ceux qui l'ont combattu pendant de longues années, ne prendrait le risque de tricher parce que on s'en rendrait compte très rapidement. Alors, nous, mais également beaucoup de consommateurs. Il y a beaucoup de consommateurs qui ont un rôle sentinelle, qui vérifient tout. Et d'ailleurs, on a eu un cas de figure comme ça où un petit fabricant de jus de pomme a utilisé Nutri-Score. Il s'est trompé. Alors, il s'est trompé en fait dans sa défaveur d'ailleurs. Mais quelques heures après la mise sur le marché de ces bouteilles avec le Nutri-Score, on a été informé par des consommateurs qui ont dit là, il y a un problème. On a vérifié le calcul, il n'est pas exact. Donc, il n'y a aucun risque de tromperie et ça montre l'intérêt de cette transparence qui permet à la fois aux industriels de faire leurs calculs et aux consommateurs de le vérifier. Et évidemment, il y a quand même quelques vérifications qui sont faites, soit par la répression des fraudes, soit par l'Agence nationale de santé publique, soit par nous-mêmes. On va faire un petit interlude. On a commencé à parler du Nutri-Score, on a encore d'autres choses à dire, mais est-ce que je peux te laisser déjà te présenter pour nous expliquer qui tu es et ce que tu fais ? Je suis un médecin de formation qui s'est spécialisé en nutrition et en épidémiologie. Je suis un chercheur, j'ai dirigé pendant près de 20 ans l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle rattachée à l'INSERM, l'INRAE, le CNAM, l'Université Sorbonne Paris-Nord. Et j'ai également une autre casquette, c'est que je suis un acteur de santé publique et j'ai présidé le programme national nutrition santé au ministère de la Santé pendant aussi près de 20 ans. Alors, on le connaît surtout parce que il y a ces messages, au moins 5 fruits et légumes, ne mangez pas trop gras, trop sucré, trop salé, mais c'est en fait un programme qui est une politique extrêmement complète qui intègre énormément de mesures, d'actions qui dépassent simplement l'information et la communication et qui vise à améliorer l'état nutritionnel de la population. Donc, je suis à la fois un chercheur, je suis un acteur de santé publique, je viens de la médecine traditionnelle que j'ai étudiée à Paris, je suis passé par les pays du Sud puisque j'ai eu beaucoup d'activités dans les années
80 à l'époque de Médecins du Monde, du Centre national de l'enfance, dans les pays du Sud, et puis je me suis ensuite spécialisé donc dans l'épidémiologie nutritionnelle et la santé publique. Et pourquoi ce souhait d'aller sur l'épidémiologie nutritionnelle, et qu'est-ce qui t'a donné envie derrière de faire le Nutri-Score? Vous savez, quand j'ai fait mes études médicales il y a longtemps, au milieu des années 70, vous voyez que ça fait un bail, on apprenait à soigner. La prévention, on ne connaissait pas. On connaissait un peu les vaccins qui étaient enseignés, quelques aspects concernant le diabète, mais très peu de prévention. On ne parlait pas de santé publique. Lorsque je suis parti dans les pays du Sud, dans ce qu'on appelait les pays en voie de développement, j'ai découvert que la santé, alors d'abord il fallait bien sûr soigner, mais que les déterminants de la santé étaient souvent liés à la fois à des facteurs culturels, économiques, sociaux, anthropologiques et bien sûr biologiques. Donc j'ai découvert un peu empiriquement la santé publique au travers de mon expérience dans les pays d'Afrique, d'Amérique latine ou d'Asie. Et quand je suis rentré en France, je me suis rendu compte que bien sûr, les problèmes étaient extrêmement différents. Il n'y avait pas de grandes carences comme j'avais rencontré dans les pays du Sud, mais que l'inadaptation des apports alimentaires qu'on commençait à observer au début des années 80 pouvait être la cause, pouvait au moins participer, sans être la cause directe, pouvait au moins participer au risque de grandes maladies chroniques qui constituaient les enjeux de santé publique qui sont devenus de plus en plus importants, les cancers, les maladies cardiovasculaires, l'obésité, le diabète ou l'hypertension. D'accord. Et donc à partir de là, tu t'es dit qu'il fallait essayer d'agir contre ça, et c'est comme ça que tu as eu l'idée de faire le Nutri-Score? Alors oui, le Nutri-Score, c'est un aspect. Le Nutri-Score, l'idée de mettre en place un logo nutritionnel n'est pas originale. Elle vient pas ni de moi, ni de mon équipe. Ça fait 40 ans que des pays d'Europe déjà où il y a ça. Absolument, les nutritionnistes de santé publique proposent qu'il y ait une information nutritionnelle. Comme elle est combattue par les lobbies, il y a peu de pays qui ont mis en place un système d'information. Et l'idée du Nutri-Score, c'était de trouver surtout quelque chose qui soit simple, intuitive, compréhensible par tous et basé sur la science. Donc l'idée du Nutri-Score, d'un logo nutritionnel, c'est quelque chose de général. Ce que nous avons développé avec mon équipe, au travers de très nombreux travaux, de beaucoup de collaborations, c'est un outil qui soit vraiment le plus simple, le plus compréhensible, qui s'appuie sur les expériences dans d'autres pays, qui s'appuie vraiment sur la science, qui soit parfaitement validé et qui soit vraiment utile pour impacter les comportements des consommateurs. Ça fait plusieurs fois du coup que tu parles des lobbies. En quoi ils t'ont gêné dans la mise en place du Nutri-Score? Alors, ils m'ont gêné, moi et mes collègues, bien avant, parce que dès que vous faites de la nutrition de santé publique, même quand vous proposez des mesures basées sur la science, qui sont démontrées comme efficaces, si elles gênent les intérêts de compagnies, de grandes compagnies, évidemment, les lobbies se mettent en œuvre pour bloquer. Donc, déjà dans le programme national de nutrition santé, même pour des campagnes d'information, j'ai vu le lobbying de mes professeurs, j'ai vu comment ça se passait, comment par pression au niveau politique, au niveau de différents types d'activités, d'actions, la stratégie étant extrêmement complète, ils essayent de bloquer la mesure. Le Nutri-Score, c'est très emblématique de cette problématique des lobbies, puisque on a vu pendant 4 années, entre le moment où on a proposé le Nutri-Score et le moment où il a été adopté, encore sur une base volontaire, la stratégie des lobbies se décliner, et j'ai vu de mes propres yeux comment les tentatives de blocage ont été faites, comment ensuite a été faite la possibilité d'essayer de retarder sa mise en place. Une fois qu'il a été mis en place, comment il a été mis en place des actions pour le détricoter, le dénaturer. Et j'ai eu la chance, grâce à des mails qui sont arrivés dans ma boîte personnelle, où j'ai vu des réunions secrètes, des industriels, des journalistes ont fait des enquêtes. On a vu vraiment toutes ces actions souterraines qui visent à empêcher et qui ont essayé d'empêcher la mise en place du Nutri-Score. Et ça a été 4 années d'une bataille extrêmement féroce et sévère pour réussir tout de même à avoir un arbitrage politique qui soit en faveur de la mise en place du Nutri-Score.
Stop, je coupe cet entretien pour vous annoncer une bonne nouvelle. Cela fait maintenant 2 ans qu'on reçoit des experts de la santé pour parler de sport et de nutrition. Avec Raph, on a sectionné les 7 conseils les plus précieux sur comment perdre du poids après 50 ans, partagés par des experts reçus sur notre chaîne. Vous recevez 7 emails pendant 7 jours, avec à chaque fois une information clé à retenir sur la perte de poids après 50 ans. Cliquez juste ici, c'est totalement gratuit. Allez, on reprend l'interview. Et il n'y a aucun moment où tu te dis stop, j'en ai marre et tu jettes l'éponge? Alors, je dirais au contraire. Je suis un scientifique. Si on me démontre qu'une mesure n'est pas utile, je l'abandonne. Si d'ailleurs demain on me montre un logo qui marche mieux que le Nutri-Score, je changerai de logo. Je suis pas attaché viscéralement à quoi que ce soit. Mais à partir du moment que on essaye de torpiller une mesure de santé publique, non pas pour des raisons scientifiques ou d'intérêt de la population, mais pour défendre des intérêts économiques, ben ça me motive pour continuer parce qu'il y a, je considère un côté presque immoral, donc de voir des pressions pour empêcher. Alors je suis pas le seul, j'ai beaucoup de mes collègues qui sont comme ça. J'ai aussi la chance de pouvoir m'appuyer sur une équipe de jeunes chercheurs qui sont sur la même longueur d'onde. Mais moi et mes collègues, nous trouvons inacceptable des pressions qui empêchent de protéger mieux la santé de la population. C'est très louable parce que tu me disais que vous touchiez absolument rien sur le Nutri-Score. Alors oui, absolument rien. C'est important de le préciser parce que c'est une innovation. On pourrait dire que du coup, comme vous êtes avec votre équipe initiateur de cette innovation, vous en récoltez des fruits. Non, absolument pas. Nous sommes des chercheurs donc de l'État, ou des hospitalo-universitaires, des chercheurs d'institutions publiques. Nous ne touchons rien. Nous avons aucun lien d'intérêt, aucun conflit d'intérêt depuis 25 ans. Et le Nutri-Score ne nous rapporte rien en dehors d'attaques, d'ennuis et autres. Que des problèmes. Mais avec pour nous une grande satisfaction, c'est de voir que tout de même les choses ont pu avancer depuis maintenant 10 ans, puisqu'en 2014, lorsque j'ai proposé le Nutri-Score dans un rapport que j'ai rendu à la ministre de la Santé qui m'avait commandé ce rapport à l'époque, aucune entreprise n'en voulait, aucun secteur agricole n'en voulait, et donc ça a été une bataille extrêmement dure. Et le fait de voir avancer les choses, puisqu'aujourd'hui, quand je me promène comme vous auditeurs, dans les supermarchés ou dans les commerces de détail, le fait de le voir sur les emballages des aliments, même s'il n'est pas sur tous, est extrêmement réconfortant. Donc, ce qui est très important dans le Nutri-Score pour savoir comment l'utiliser, et tu vas me dire si je me trompe, c'est de comparer des aliments de la même classe, de la même catégorie entre eux. L'intérêt, ça va être, si on veut acheter des céréales pour le petit déjeuner, ça va être de comparer la note des différents céréales entre eux, et pas de comparer des aliments qui n'ont rien à voir. Oui, alors les lobbies utilisent très souvent des comparaisons d'aliments qui n'ont rien à voir en disant ça ne veut rien dire, regardez, tel produit est mieux classé que tel autre. Non, ça sert vraiment à comparer des aliments qui ont un même usage. Alors ça peut être des aliments qui sont consommés à la même occasion. Au petit déjeuner, on peut consommer le pain complet, le pain normal, des céréales petit déjeuner, des biscottes, des biscuits, des gâteaux, etc. Ça peut être pour comparer des produits qui sont de la même famille, entre les céréales de petit déjeuner, les huiles, les plats cuisinés, les pizzas. Ou ça peut être pour comparer même un même aliment, mais selon les marques. Alors, par exemple, il y a 35 marques de muesli croustillant en pépites de chocolat en France. On en a compté 35, il y en a sûrement même plus. Donc, ça permet de se rendre compte que même pour un même aliment avec le même nom, selon la marque, la composition nutritionnelle peut être différente. Donc, il faut s'en servir comme ça. Et c'est ce que, empiriquement, fait le consommateur quand vous faites vos courses. Vous allez dans un rayon et puis vous regardez les produits, vous les comparez entre eux. Vous n'allez pas vous dire, tiens, j'ai vu dans l'autre rayon quelque chose qui a rien à voir, qui est mieux classé ou moins bien classé. Donc, on a vu dans nos études que ça fonctionne bien, mais c'est ça vraiment la véritable utilité. D'une façon générale, Nutri-Score classe quand même assez correctement les aliments en fonction des recommandations nutritionnelles de santé publique. Donc, ceux qui sont gras, sucrés, salés, quel que soit le type d'aliment, seront mal classés. Ceux qui contiennent des fruits et légumes, des fibres, seront plutôt bien classés, quelle que soit sa famille. Mais globalement, et c'est comme ça que ça s'est utilisé, ça marche parfaitement bien pour comparer des produits qui ont le même usage. Voilà, donc c'est si on veut manger du muesli croustillant avec des pépites de chocolat, on regarde les différents muesli croustillants avec des pépites de chocolat, et là on peut regarder, celui-là il est B, celui-là il est C, celui-là il est A, peut-être que pour ma santé il est préférable de prendre le A.
Absolument, et bon, entre même différents types de céréales, en dehors des muesli, par rapport à des céréales plus parfois marketées avec des beaux emballages et autres, on peut vraiment comparer en se rappelant que, évidemment, s'il y a des alternatives, on encourage le consommateur à aller vers une alternative mieux classée, mais s'il est attaché à la marque, s'il est attaché au goût, et s'il souhaite consommer un produit, même mal classé, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être consommé. Ce produit, un produit D ou E, peut parfaitement être consommé dans une alimentation équilibrée. Simplement, le Nutri-Score alerte, rappelle que ce produit doit être plutôt consommé en petite quantité et pas trop souvent. Donc, vous voyez, il faut vraiment se servir du Nutri-Score de façon rationnelle. Ça n'interdit rien, le Nutri-Score. C'est une information. Chacun en fait ce qu'il veut. Et ça ne stigmatise absolument pas, malgré ce que disent les lobbies, certains aliments, mais ça rappelle que certains aliments peuvent être plutôt, sur le plan nutritionnel, défavorables à la santé et que si même on en consomme, il faut être plutôt raisonnable dans leur consommation. Dans les critiques, l'exemple qu'on retrouve beaucoup sur Instagram, ça va être les chocs à pic. Chocs à pic qui étaient C, qui sont passés B et qui sont peut-être même maintenant A. Et pourtant, voilà, plein de gens estiment que c'est anormal que ces chocs à pic soient notés A. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Alors oui, c'est une vraie question et elle est pertinente. D'abord, il faut regarder l'histoire des chocs à pic. Comme tu l'as rappelé, lorsque Nutri-Score a été mis en place, les chocs à pic contenaient 50 grammes de sucre pour 100 grammes. C'est-à-dire la moitié de ce qu'on consommait dans les chocs à pic, c'était du sucre. Quand Nutri-Score a été mis en place, les industriels qui fabriquent le choc à pic ont décidé de réduire la teneur en sucre, sont passés de 50 grammes à 40 grammes, de 40 grammes à 30 grammes, de 30 grammes à 22 grammes. Donc le Nutri-Score est passé de D à C, de C à B et de B à A, parce qu'avec 22 grammes, en réduisant en même temps le sel, en rajoutant aussi plutôt du blé complet plutôt que du blé raffiné, donc avec plus de fibres, ils se sont retrouvés juste en dessous du seuil qui leur permettait d'être A. Donc c'est malin de leur part. D'un autre côté, c'est plutôt une bonne chose qu'ils aient baissé le sucre. Mais on n'est pas naïf. On avait déjà anticipé le fait que certaines firmes arriveraient à reformuler ce que l'on souhaite pour l'intérêt des consommateurs, mais qu'il fallait remettre à jour régulièrement le Nutri-Score en fonction de l'évolution du marché et du progrès des connaissances scientifiques, de manière à voir s'il était légitime qu'avec 22 grammes de sucre, même si c'est beaucoup moins que 50 grammes, c'est quand même beaucoup plus que des céréales qui ne contiennent pas du tout ou très peu de sucre, comme des muesli ou des granolas. Donc, il a été prévu dès le départ qu'il y ait des mises à jour. Il y en a une qui a eu lieu d'ailleurs en 2023, qui va rentrer en vigueur en avril 2024. Et à ce moment-là, les scientifiques en charge de cette mise à jour ont décidé de pénaliser plus les produits sucrés, de changer légèrement le seuil. Et donc, les chocs à pic, qui avaient réussi à passer en A, vont repasser en C, ce qui permet à la fois de les différencier des céréales qui ne contiennent pas du tout de sucre, ou peu, mais d'un autre côté, leur effort de reformulation est payant parce qu'en étant C, certes, c'est pas la meilleure classification, mais ils restent beaucoup mieux classés que leurs concurrents qui, eux, n'ont pas fait d'efforts et qui ont 50% plus de sucre qu'ils n'en ont. Donc, au total, choc à pic est emblématique sur le fait que on fait évoluer le Nutri-Score en fonction des reformulations, du progrès des connaissances scientifiques, et ça permet de corriger certaines modifications que les industriels font, et tant mieux s'ils les font, c'est bien. C'est ce que j'allais dire, moi je trouve que c'est assez paradoxal, parce que cet exemple il est pris par certaines personnes pour critiquer le Nutri-Score, alors que moi j'ai l'impression, et peut-être vous allez être d'accord ou au contraire me contredire, que vous en tant que chercheur c'est l'accomplissement ultime, non, que les industriels agroalimentaires utilisent votre algorithme de manière prospective pour anticiper la note qu'ils vont avoir et réagir en conséquence, et du coup modifier la composition des aliments, vous avez tout gagné. Absolument. D'ailleurs, dans Nutri-Score, dès le départ, on a dit il y a deux objectifs. Améliorer l'information du consommateur avec un simple coup d'œil qui puisse juger de la qualité nutritionnelle des aliments. Mais il y avait un deuxième objectif, c'est vraiment un effet à deux niveaux, c'est de pousser les industriels à reformuler leurs produits pour qu'ils retirent un peu de sucre, un peu de gras, un peu de sel, qu'ils augmentent des ingrédients plutôt positifs, mettent plus de fruits et légumes, plus de
produits non raffinés, des produits complets. Et donc, cet objectif-là, il est extrêmement important. Donc, choc à pic, on trouve très respectable et louable l'effort fait par les industriels pour améliorer leur Nutri-Score. Ce qu'il y a, c'est qu'à partir d'un moment, il ne faut pas que ce soit incohérent avec la répartition de l'ensemble des produits de la gamme. Et là, c'est vrai, quand on a créé le Nutri-Score, il n'y avait pas de céréales avec 22 grammes de sucre. Donc, le seuil a été mis à un niveau, il a été utilisé par ceux qui ont fait l'effort de reformulation, et c'était leur droit, mais nous avons aussi réagi en améliorant les choses. Donc, c'est extrêmement important d'avoir à l'idée que le Nutri-Score évolue en fonction des progrès de la science, des reformulations qui sont faites et qui restent cohérents. Maintenant, ça montre aussi que parfois, alors là c'est un bon exemple, là, c'est légitime que le consommateur se pose des questions, mais parfois on a des réactions aussi de consommateurs sur les réseaux sociaux, comme tu le rappelais, qui sont assez surprenantes parce que beaucoup de consommateurs ont leurs propres idées et donc vont projeter leurs croyances, leur idéologie, leur philosophie et vont dire « Ah ben ça c'est pas normal que ce produit soit bien classé ou au contraire que ce produit soit mal classé parce qu'ils pensent en eux-mêmes que ça. » Mais Nutri-Score c'est fait pour leur apporter une information que a priori eux pensaient avoir, mais ils pouvaient se tromper. Et nous-mêmes, nutritionnistes, on a été surpris en voyant Nutri-Score que certains aliments étaient mieux ou moins bien classés que ce que l'on pouvait imaginer. On reviendra, il y a effectivement d'autres exemples à l'opposé, mais je voulais revenir sur quelque chose. Les chocs à pic, si on retourne sur cet exemple-là, s'ils ont modifié leurs notes, ça veut dire qu'a priori, le Nutri-Score a eu une incidence sur leur vente? Alors, je sais pas, c'est quelque chose que vous avez mesuré ou vous avez des informations là-dessus? On ne peut pas le mesurer, mais on se doute, et c'était ça d'ailleurs, cette idée de faire pression sur les industriels, c'est quand on sait qu'il y a une compétition entre les marques, il y a une compétition nutritionnelle, et donc, en leur permettant de jouer sur la composition de leurs aliments, ils peuvent être mieux classés avec l'idée de vendre plus. Et donc, en sachant que s'ils sont moins bien classés, ils vendent moins, et s'ils sont surtout, alors s'ils sont pas bien classés, ils vendent moins, s'ils sont moins bien classés que leurs concurrents, ils vendront encore moins. Donc, ça, c'est une compétition nutritionnelle sur laquelle on voulait jouer, parce que depuis 20 ans, on essaye de pousser les industriels à améliorer la qualité nutritionnelle des aliments. Ils peuvent le faire d'ailleurs, on le voit bien. Ils arrivent à retirer du sucre. Mais Nestlé, qui fabrique le choc à pic ou les céréales Nesquik, ne l'a jamais fait avant. On a essayé de les pousser, comme d'autres entreprises, à améliorer leurs produits. Mais tant qu'il n'y a pas le bâton qui est le jugement du consommateur, qui verra la réalité des produits, eh bien, on a du mal à les faire reformer. Donc vraiment, Nutri-Score a une efficacité. Il y a des travaux qui montrent, alors globalement, que depuis que le Nutri-Score a été mis en place, il y a eu énormément d'amélioration de la composition nutritionnelle. Et c'est très intéressant, c'est qu'on voit que dans les pays qui n'ont pas mis en place le Nutri-Score, ces améliorations n'ont pas eu lieu. On va y revenir, ça aussi c'est très intéressant. D'après toi, ça veut dire à quel point, qu'est-ce que ça veut dire une entreprise qui refuse d'afficher le Nutri-Score sur un de ses produits? Alors, je pense qu'il faut vraiment avoir ce réflexe, c'est de se dire, si une entreprise refuse d'afficher le Nutri-Score aujourd'hui, c'est qu'elle a des choses à cacher. C'est que vraisemblablement, ça la dérange de fournir une vraie transparence sur la composition nutritionnelle de leurs produits. En 2014, lorsque le Nutri-Score a été mis sur la place publique, sur la base des travaux scientifiques, lorsqu'on l'a proposé, aucune entreprise n'en voulait. Ils l'ont combattu, comme je disais, pendant 4 années. Excuse-moi, je te coupe, je trouve ça dingue. Il y a quand même des entreprises qui sont déjà placées pour faire du bio, pour faire des aliments comme ça, qui sont censés être sains. Alors peut-être que c'est justement le censé qui explique leur comportement, mais ces gens-là, ils étaient pas attirés, alors qu'un Nestlé sur des chocs à pic, du Nutella pour Ferrero, etc., ne saute pas au plafond quand vous leur proposez le Nutri-Score, je veux bien le croire. Mais il y a quand même d'autres entreprises qui essayent d'entretenir une image beaucoup plus saine dans leurs aliments. Oui, alors, il y avait 2 niveaux de réponse. Un, c'est que d'abord, les industriels sont regroupés dans une association, l'Association nationale des industries alimentaires, qui défend l'intérêt de tous les industriels. L'ANIA, cette association pèse très lourd, 180 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc des centaines de milliers d'emplois, et elle défend les intérêts de l'ensemble de la profession, mais en prenant comme dénominateur commun
l'intérêt de celui qui est le plus touché. Bon, les sucriers, qui sont très puissants, pesaient très lourd. Donc, des entreprises qui auraient été intéressées par le Nutri-Score ne pouvaient pas trop s'exprimer pour ne pas être en contradiction avec l'organisme qui les représente et qui les défend dans beaucoup d'autres types de débats politiques. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que il y a une sorte d'inertie au niveau aussi des entreprises de l'agroalimentaire et qu'il est extrêmement difficile de leur imposer un système nouveau. Ils avaient ce tableau nutritionnel sur la face arrière des emballages des aliments. Tout le monde sait qu'il est incompréhensible, qu'il est illisible. À tort ou à raison. Enfin, c'est peut-être fait un petit peu exprès. En tout cas, il y a toutes les informations, mais peut-être que ça les arrange bien qu'ils soient pas trop compréhensibles. Absolument. D'ailleurs, il a été créé et rendu obligatoire au niveau européen au moment où déjà, il y a plus de 20 ans, il y avait des propositions de mettre en place un logo nutritionnel. Et les industriels, au niveau européen, ont bloqué la mise en place de l'ancêtre du Nutri-Score, en quelque sorte, et ont proposé à la place, comme alibi, en disant, on va quand même faire de l'information, mais ils ont donné une information dont ils savent pertinemment, et toutes les études l'ont montré, les associations de consommateurs l'ont dit, ces tableaux ne sont pas utilisés en termes de santé publique. Ils ne sont pas inutiles, parce que pour des malades, ils peuvent aller chercher une information spécifique sur le sel ou le sucre. Ils ne sont pas non plus inutiles, parce que ça oblige les industriels, ça les responsabilise à donner des informations, mais ça n'est pas un outil utilisable par le consommateur, surtout si vous essayez de comparer deux produits en prenant ces tableaux. Donc ça a été poussé par les industriels, et après, ils se sont abrités en disant « on fait déjà ça, c'est pas la peine qu'on en fasse plus ». Et il a fallu, au cours de ces années de bataille, que réellement on arrive à faire casser ce front uni des industriels pour que quelques marques, en 2017, lorsqu'il a été rendu officiel, non obligatoire mais officiel par un arrêté interministériel, il n'y avait que 6 entreprises qui l'ont adopté. Après, il y en a eu 15, 30. Aujourd'hui, il y a 1350 entreprises qui l'ont adopté. Ça représente 60% du marché, mais on a encore des grands groupes comme Ferrero, Lactalis, Coca-Cola, Mars, Mondelez, Kraft ou Unilever qui continuent à le combattre. Il y a dans les critiques aussi qu'on entend beaucoup sur le Nutri-Score, il y a les aliments traditionnels comme le Roquefort qui font partie du patrimoine de la gastronomie française et eux ils sont très mal notés. On a beaucoup de gens qui s'insurgent là-dessus sur les réseaux sociaux. Oui, alors Nutri-Score il n'invente rien, il ne fait que traduire la réalité de la composition nutritionnelle. Les fromages comme les charcuteries sont classés D et E. Mais c'est pas une surprise. Déjà, les recommandations nutritionnelles de santé publique génériques qu'on voit en France comme en Europe disent les charcuteries et les fromages, il faut les consommer avec modération. Ce que rappelle le Nutri-Score. Et à l'intérieur des fromages et charcuteries, il y a ce débat, mais les produits qui ont une AOP, une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée, une appellation qu'elle soit, ou qui soit bio, sont également mal classés. C'est pas normal. Mais si, c'est normal. Une AOP, une IGP, renseigne sur le fait que le produit est fabriqué au niveau d'un terroir spécifique, selon un patrimoine culinaire souvent ancestral, avec des méthodes tout à fait vertueuses, mais ça ne renseigne pas sur la qualité nutritionnelle. C'est deux notions très différentes. Donc, l'AOP et l'IGP, c'est très important. C'est bien que le consommateur sache qu'un produit comme le Roquefort est fabriqué dans une zone particulière et qu'il représente aussi quelque chose rattaché au patrimoine et à la gastronomie française. Mais ça n'empêche pas de dire que ce produit n'est pas, sur le plan nutritionnel, favorable, même avec une AOP ou une IGP. C'est pareil pour un produit bio. C'est très bien les produits bio et les équipes de recherche avec lesquelles je travaille, nous sommes très impliqués sur les travaux qui démontrent l'intérêt du bio, mais un produit gras, sucré et salé, s'il est bio, il reste gras, sucré et salé. S'il est AOP ou IGP, il reste gras, sucré et salé. Donc, il faut donner les informations de façon complémentaire et ne pas faire croire que le fait d'avoir une AOP, une IGP ou même d'avoir un label bio vaccine le produit en termes nutritionnels et qui serait particulièrement bon
pour la santé. Non. S'il est bio, c'est mieux que s'il est conventionnel, mais un produit bio ne peut être un produit gras et sucré. Si vous prenez un chocolat bio, il est du chocolat, donc il est gras et sucré. Tout à fait. Donc c'est vraiment extrêmement important. Et très souvent, il y a une confusion qui est entretenue par les lobbies en laissant croire qu'on attaque le petit éleveur de brebis qui fait très bien son travail, alors que derrière soufflent les braises de grands industriels. 70% du Roquefort qui est vendu est fabriqué par Lactalis, numéro 1 mondial des produits laitiers, qui met très souvent en avant l'image de produits traditionnels, mais derrière ça... Moi, je vois bien la pub avec le petit berger là qu'on voit à la télé. Et toi, tu me dis que c'est pas tout à fait ça. Non, c'est pas tout à fait cela. Il y a ce petit berger qui fonctionne et qui, lui, est souvent d'ailleurs exploité, qui fait très bien son travail. Mais derrière, il y a des gros industriels. Alors, il y a Lactalis, Sodial, il y en a Savantia, il y en a plusieurs qui possèdent 70% des AOP et GP en France et dans d'autres pays et qui combattent le Nutri-Score pas seulement pour défendre le fromage, leur fromage, ou le petit, encore moins le petit éleveur de brebis, mais qui ont d'autres produits, d'autres aliments qu'ils fabriquent. Quand vous regardez le portefeuille de ces sociétés, ils fabriquent des crèmes dessert, ils fabriquent d'autres aliments qui sont pas bien classés par le Nutri-Score et qui, donc, ils font partie des grands combattants de Nutri-Score. Donc, ils se servent parfois de cette image des AOP et IGP pour faire croire que Nutri-Score touche les produits traditionnels. Et c'est d'autant plus faux qu'une étude qui a été faite par Que Choisir, la UFC Que Choisir, une association de consommateurs, a analysé tous les produits qui ont une AOP et IGP. Les 2/3 sont très bien classés par Nutri-Score. C'est uniquement les charcuteries et les fromages qui sont pas bien classés, ce qui est légitime parce qu'il y a beaucoup de graisses saturées et de sel. Et ça ne veut pas dire une fois de plus qu'il faut pas en manger. Ça rappelle simplement qu'il faut être raisonnable sur les quantités qui sont consommées de ces produits. Et c'est pas nouveau. C'est pas Nutri-Score qui a amené cette réflexion. Ça fait déjà partie des recommandations nutritionnelles de santé publique. Donc en fait, si je comprends bien, le Nutri-Score, ce qui est intéressant, c'est de le combiner avec d'autres labels. Par exemple, le label bio sur les résidus en pesticides. On a parlé des chocs à pic et c'est vrai que notamment le Nutri-Score ne s'intéresse pas à l'ultra-transformation des aliments, même si il y a le petit bandeau noir là, c'est ça qui apparaît. Alors oui, parmi les critiques qui sont faites, c'est de dire Nutri-Score ne prend pas en considération alors, les résidus de pesticides ou l'ultra-transformation. Voilà, il y a d'autres choses qui s'en occupent. Absolument. Si ça n'est pas fait, ni par nous, ni par les équipes de recherche au niveau du monde, dans toutes les propositions de logo qui sont faites, si ça n'a pas été proposé par l'OMS, ce n'est pas par incompétence ou par manque de volonté. En plus, mon équipe fait partie de celles qui ont montré que les produits ultra-transformés étaient délétères, étaient néfastes à la santé, que les produits bio étaient plutôt associés à moindre risque de certaines maladies. Donc, on ne peut pas être suspecté de ne pas vouloir prendre en considération ces dimensions, c'est que on ne peut pas les agréger ensemble dans un même algorithme de calcul. Donc, si ça n'a pas été fait, c'est uniquement parce que ça n'est pas possible. Tout simplement parce que ce sont des dimensions différentes qui agissent sur la santé par des mécanismes différents. Donc, ça veut dire que si on ne peut pas les agréger ensemble dans un même mode de calcul, dans un même algorithme, on ne peut pas les intégrer au calcul du Nutri-Score, il faut les montrer visuellement de façon complémentaire. Donc, pour le bio, que l'on recommande de privilégier sur le plan de la santé individuelle et santé environnementale, il y a le label agriculture biologique. Pour la composition nutritionnelle, il y a le Nutri-Score. Et pour l'ultra-transformation, même si elle se chevauche avec le Nutri-Score, 87% des produits ultra-transformés sont classés C, D ou E par le Nutri-Score. Il y a des incohérences qui sont normales, tout à fait compréhensibles. Et on propose, alors on pourrait soit rajouter aliments ultra-transformés, soit de combiner au Nutri-Score en mettant un bandeau noir autour du Nutri-Score marqué aliments ultra-transformés, ce qui fait que visuellement, d'un coup d'œil, le consommateur voit si le bandeau noir, c'est un produit ultra-transformé, vaut mieux réduire la consommation. Et dans tous les cas, qu'il soit ultra-transformé ou non, il voit la composition nutritionnelle et le label bio à côté. Je coupe très rapidement cette interview passionnante pour vous donner une information qui va vous intéresser. Avec RAF, on a créé les tips de GG RAF, une newsletter exclusive où l'on va vous partager tous nos conseils santé appuyés par nos lectures d'articles scientifiques. Un dimanche matin sur deux, nous vous dévoilons nos pépites pour booster votre santé après 50 ans. Cliquez juste ici pour y accéder. Attention, chaque tips est envoyé qu'une seule fois, donc arrêtez d'en louper et inscrivez-vous dès maintenant. Vous pouvez bien sûr vous désabonner à tout moment si le contenu ne vous intéresse pas, et c'est totalement gratuit. Allez, on reprend l'interview, je ne veux pas déranger RAF plus longtemps.
Et qu'est-ce qu'on fait des aliments qui vont par exemple être notés A et qui vont être ultra transformés? Par exemple, alors je sais pas s'ils ont exactement ces notes-là, mais on a vu les substituts de viande qui ont souvent une très très bonne note au Nutri-Score, qui sont par définition ultra transformés. On fait quoi de ces steaks je sais pas s'ils sont de soja, etc., ces steaks végétaux? C'est un bon exemple parce que ça fait partie de ces cas de figure où il y a une divergence. En effet, un steak végétal est ultra transformé, il a beaucoup de processus de transformation industrielle, il y a des additifs, donc il est ultra transformé, il est classé parmi les plus ultra transformés. Par contre, quand on regarde sa composition, il n'y a pas de sucre, peu de gras, peu de sel, donc il se retrouve A. Et donc là, c'est au consommateur d'arbitrer. Si on met le Nutri-Score A entouré d'un bandeau noir, il sait que, en fonction de ce qu'il a envie de manger, que c'est quelque chose à la fois qui ne doit pas être consommé en grande quantité, parce qu'il est ultra transformé, mais que par contre, par rapport d'ailleurs à un autre produit ultra transformé, même dans la même catégorie, il peut y avoir des variations selon les marques, selon les types de produits, il peut choisir celui qui a la meilleure composition nutritionnelle. Donc, là encore, on donne au consommateur l'information et il a la capacité d'arbitrer les choses. Alors, parfois en fonction aussi de sa philosophie, de sa vision, des choses. Mais il est important de lui fournir une information qui soit simple à comprendre. Et on a testé ce bandeau noir aliments ultra transformés rattaché au Nutri-Score, c'est très bien compris et ça permet d'orienter les consommateurs. Mais je rappelle qu'il n'y a que 13% d'aliments ultra transformés mal classés par Nutri-Score. À l'inverse, il y a des produits qui ne sont pas ultra transformés. Si je prends un jus de raisin, c'est pas ultra transformé. Donc, il n'y aura pas de bandeau noir. Par contre, il contient beaucoup de sucre. Dans le jus de raisin, il y a 160 grammes de sucre par litre. Donc, il va être classé D ou E selon il y a des petites variations selon les teneurs. Donc, ça montre que d'un côté, il y a des divergences pour un petit nombre d'aliments, mais qu'il faut donner l'information au consommateur qui va s'y retrouver. Et on le voit bien dans nos études, il s'y retrouve assez facilement. Et t'as dû voir, il y a pas mal d'études là qui sont sorties justement sur l'utilisation de steaks végétaux et qui montraient que quand ils remplaçaient des steaks de viande normaux, il y avait une amélioration des marqueurs sanguins chez la personne. Alors oui, le fait de réduire la consommation de produits animaux d'une façon générale, et notamment de viande rouge, enfin de viande de boucherie, le bœuf, le porc, l'agneau, le mouton, etc., a un effet favorable à la santé. Donc, c'est évident que la substitution, notamment chez des gens qui seraient des consommateurs importants de viande rouge de boucherie par des analogues qui sont végétaux, ne peut avoir qu'un effet favorable. Maintenant, si on mange des très grandes quantités de steaks végétaux qui sont ultra transformés, là, ça peut aussi aboutir à des problèmes liés à la présence d'additifs et de modification de la matrice de l'aliment. D'accord, bon, super. Je pense qu'on parlera peut-être de tout ça avec Mathilde Touvier quand elle viendra pour une prochaine vidéo. Sûrement, c'est une grande spécialiste qui a fait beaucoup de travaux et qui est tout à fait sur cette ligne d'informer sur l'ultra-transformation et la composition nutritionnelle. Et elle a fait partie, avec le reste de mon équipe, des auteurs qui ont développé ces travaux, qui ont démontré l'intérêt de coupler ces différentes dimensions, qui, une fois de plus, on aimerait bien avoir un seul logo unique qui regroupe tout, mais d'abord, plus vous mettez de choses dans un calcul, plus vous lissez, plus vous empêchez de voir, vous moyennez en fait les choses. Vous voyez, c'est mon exemple du jus de fruits. Si vous dites il est pas ultra transformé et qu'il est D ou E, la moyenne des deux donne une note intermédiaire qui n'a pas de sens. Donc, vaut mieux qu'on donne les éléments séparés. Et Mathilde Touvier a beaucoup travaillé sur ces aspects. Je pense qu'on a bien fait le tour avec ce Nutri-Score. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Serge, ou on change de sujet? Non, ce que je veux simplement rajouter, c'est vraiment le fait que Nutri-Score, il y a plus de 200 études qui ont été développées à ce jour sur Nutri-Score. L'énorme majorité des études qui sont faites par des chercheurs indépendants démontrent vraiment un intérêt et une efficacité. Des études qui ont été faites sur ce qu'on appelle des cohortes, c'est-à-dire des populations qui sont suivies pendant de longues années, en France, en Espagne, au niveau européen, parfois sur des énormes populations, 500 000 personnes au niveau européen. Même si le Nutri-Score n'existait pas, on a pu regarder le fait de manger des aliments
qui sont bien classés par le Nutri-Score, comment ceci impactait le risque de maladie, puisque ces populations étaient suivies pendant 10, 15 ou 17 ans. Et ce qui est très important, c'est de voir que le fait de manger donc des aliments bien classés par Nutri-Score réduit le risque de maladies aussi importantes que les cancers, les maladies cardiovasculaires, l'obésité, le diabète, la maladie de Crohn, l'asthme. Donc vraiment, Nutri-Score, à lui tout seul, ne va pas régler tous les problèmes de nutrition, mais peut contribuer à réduire le risque de maladie. Donc faut pas attendre tout de Nutri-Score, faut pas lui demander plus que ce qu'il ne peut donner. C'est une mesure de santé publique, elle n'est pas totalement parfaite, mais elle est réellement utile aux consommateurs. Non, mais elle est pas parfaite parce que rien n'est parfait, mais enfin, elle a quand même clairement démontré son efficacité dans les études scientifiques. C'est ce que tu viens de dire. Donc, comme t'es modeste, tu veux pas dire que c'est parfait et c'est peut-être pas parfait, mais effectivement, si une personne l'utilise comme on a dit, parce que là, on a parlé que d'aspects négatifs en réalité, mais 90%, 95%, 99% du Nutri-Score est positif. Si une personne compare des éléments d'une même catégorie entre eux et choisit celui qui est le mieux classé tout en s'excluant pas de temps en temps des aliments qui sont non classés, il y aura une amélioration des marqueurs de santé. C'est aussi clair que ça. Absolument, ça, on a vraiment la démonstration scientifique. Et en plus, on sait qu'il est très bien perçu, le Nutri-Score par le consommateur. Il y a des études qui ont été faites qui montrent que 90% des consommateurs. Alors, les réseaux sociaux, c'est des caisses de résonance parfois sur les aspects plutôt néfastes, négatifs, qui sont mis en avant, mais 90% de la population le plébiscite et souhaiterait qu'il devienne obligatoire, puisqu'une des limites aujourd'hui du Nutri-Score, pour forcer la main à ces fameux industriels qui refusent de l'afficher, il faut qu'il devienne obligatoire, ce qui passe par une modification de la réglementation européenne. Et même si aujourd'hui il a été adopté par 7 pays au niveau européen, on ne peut pas le rendre obligatoire parce que cette réglementation nécessite vraiment des modifications législatives et que les lobbyistes sont à l'œuvre. À la fois les grands industriels qu'on a cités tout à l'heure, les grands secteurs agricoles de la charcuterie et du fromage, et puis des relais politiques, notamment le gouvernement italien de Madame Meloni, qui a instrumentalisé Nutri-Score comme un complot de l'Europe contre les produits made in Italy. Alors, Ferrero est à la manœuvre. C'est ce que j'allais dire, hein, oui. Il paraît que Ferrero est quand même très implanté au niveau politique en Italie. Absolument. Et puis, il y a les aussi grands fabricants de fromage ou de charcuterie qui bloquent pour l'instant cette mesure qui serait quand même extrêmement utile pour le consommateur qui d'ailleurs le plébiscite. Nutri-Score est soutenu par les scientifiques, par les associations de consommateurs, les ONG. On a en face de nous, malheureusement, des lobbies très puissants. Mais on ne désespère pas d'arriver à le rendre obligatoire dans les années, peut-être les mois qui viennent. Petit à petit, ça avance. Ça avance. On parle maintenant de Suvimax. Suvimax, c'est une étude dont tu es à l'origine, qui date un peu maintenant, qui s'est intéressée à l'effet des antioxydants. Donc les antioxydants, ça va être notamment les vitamines et les minéraux. Et donc, tu as cherché avec ton équipe à voir si c'était utile de prendre ces médicaments. Non, ce n'est pas des médicaments, justement. De prendre ces antioxydants pour être en meilleure santé et ne pas tomber malade, notamment ne pas avoir de cancer. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce que c'est que cette étude ? Oui, alors, au début des années 90, il y avait une hypothèse extrêmement forte, vous voyez, ça remonte à longtemps, sur le fait que les antioxydants, ces fameuses vitamines C, E, bêta-carotène ou certains minéraux comme le zinc et le sélénium, pouvaient avoir des propriétés de s'opposer à l'oxydation au niveau des cellules, qui est une oxydation naturelle, et en renforçant les mécanismes de défense. L'oxydation, c'est l'usure, on pourrait dire, le vieillissement ? Voilà, c'est le vieillissement cellulaire. Tout le monde sait, vous coupez un avocat en deux, il s'oxyde, il devient noir, il vieillit. Et toutes les personnes qui font la cuisine, de façon empirique, savent que rajouter du jus de citron empêche qu'il devienne noir, qu'il vieillisse. Pourquoi ? Parce que le jus de citron, ça contient beaucoup de vitamine C, qui est un antioxydant. Donc, l'idée qu'un antioxydant puisse protéger les cellules et réduire le risque de cancer ou de maladie cardiovasculaire était extrêmement étayée. D'autant plus que beaucoup d'études, au début des années 90, montraient que les fruits et légumes, qui sont très riches en antioxydants, étaient associés, ils le sont encore, au moins un moindre risque de cancer, de maladie cardiovasculaire et beaucoup d'autres maladies. Donc, on avait beaucoup d'hypothèses, et l'idée de Suvimax, c'est de dire, on va essayer de vérifier cette hypothèse en prenant une population, en la séparant en deux groupes. Un groupe va recevoir ces fameux antioxydants, dont on pense qu'ils pourraient être efficaces. Donc des vitamines, des minéraux. Des vitamines, des minéraux, une espèce de cocktail à des doses nutritionnelles. Un autre groupe va recevoir
un placebo, c'est-à-dire une substance inerte. Un comprimé qui ne fait rien ou qui ne contient rien. Voilà. Alors, l'idée qu'on aurait aimé, c'est de pouvoir donner des fruits et légumes qui apportent ces vitamines et minéraux antioxydants, des produits céréaliers complets, et puis d'avoir un groupe placebo. Mais c'est dur d'avoir des fruits et légumes sans vitamines, d'avoir des produits céréaliers complets sans fibres, sans minéraux. Et donc l'idée, ça a été de dire, on va simuler ça au travers d'une pilule qui contienne ce que apporterait 5 fruits et légumes par jour. Le slogan n'était pas encore lancé en France, mais on savait que c'était à peu près cela qu'il fallait en termes d'intérêt d'apport d'antioxydants, et un placebo qui est la même pilule, et les groupes de population sont tirés au sort, les deux groupes, personne ne sait dans quel groupe il est. Et on a surveillé, il fallait avoir un nombre suffisant de sujets, plus de 10 000 sujets, les surveiller pendant suffisamment longtemps, 8 années, pour pouvoir valider cette hypothèse. Donc on a lancé un grand appel. 8 années, c'est énorme. Hein. C'est énorme, il faut trouver des volontaires qui acceptent pendant 8 ans de prendre une capsule sans savoir dans quel groupe ils sont, antioxydants ou placebo, et de les surveiller. Ça coûte cher ? Alors, on a trouvé des moyens puisqu'on fournissait bien sûr les capsules. Mais je te coupe, j'insiste un petit peu là-dessus parce que les gens qui nous regardent se rendent pas forcément peut-être compte, s'ils sont pas familiers un petit peu avec des études, que ça reste extraordinaire. En fait, une étude qui suit des gens pendant 8 ans. Parce qu'effectivement, plus ça va être long, plus on va perdre des gens de vue, plus va falloir avoir des moyens et pour pouvoir les suivre, avec peut-être des chercheurs qui sont rentrés dans l'étude, d'autres qui sont partis. Voilà, la vie continue. Donc tout ça, et donc ça nécessite de l'argent. Mais du coup, ça fait des inconvénients, mais ça donne beaucoup plus de poids aux conclusions de l'étude. Voilà, ce type d'étude permet vraiment de parler de causalité lorsqu'on trouve que le fait d'avoir dans le groupe antioxydant moins de cancer, de maladies cardiovasculaires, diabète ou d'autres maladies, c'est vraiment par rapport au placebo, un élément fort qui permet de valider l'hypothèse. Donc, c'est extrêmement intéressant, c'est en effet extrêmement complexe, ça nécessite une logistique considérable. En plus, en France, on n'avait pas l'habitude de faire ce genre d'études qui reposent sur le volontariat, puisqu'il faut trouver, alors on a cherché, et on a trouvé 13 000 volontaires grâce aux médias. Et à l'époque, on pensait même que ce type d'études, beaucoup s'auto-censuraient, moi-même pendant des années, et mes collègues, parce qu'on pensait que les Français étaient trop latins pour accepter de participer bénévolement à ce genre d'études qui est contraignante. En plus, il faut répondre à des questionnaires, envoyer des informations. Mais ça a marché grâce aux médias, grâce aussi à vraiment beaucoup d'efforts de communication vis-à-vis des volontaires, et on a réussi à avoir 13 000 personnes qui, pendant 8 ans, ont joué ce jeu, répondu à des questionnaires. Alors, à l'époque, on avait essayé de moderniser la collecte des questionnaires en utilisant la merveille technologique du milieu des années 90, le Minitel. Le Minitel. Qu'on avait détourné pour que ça ne coûte rien, mais qu'on a transformé quasiment en ordinateur, que tous les volontaires avaient, qui participaient, qui répondaient chaque mois à des questionnaires. Nous avions des unités mobiles, des gros camions qui sillonnaient la France et qui s'arrêtaient dans les villes où les volontaires venaient passer des bilans chaque année avec une radio, avec un frottis pour les femmes, avec beaucoup d'examens, un prélèvement de sang, etc. Donc c'était extrêmement compliqué, extrêmement difficile à faire, mais ça a fonctionné, ça a permis vraiment d'avoir des conclusions extrêmement intéressantes. Alors du coup, est-ce que prendre des antioxydants, des vitamines ou des minéraux, ça permet d'être en meilleure santé ? Alors la réponse, elle est vraiment bivalente. D'un côté, on a trouvé un effet favorable chez les hommes de la prise des antioxydants. Chez les hommes avec un petit H ? Avec un petit H, okay. Dans le sexe masculin. Voilà. Par contre, chez les femmes, dans le sexe féminin, on n'a pas eu d'effet. L'effet était favorable chez les hommes pour les cancers, la mortalité, donc vraiment, on s'est posé la question, alors, est-ce que les antioxydants, ça marche ou non ? Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que comme on avait des prélèvements de sang, au départ de l'étude, quand on regardait, avant la supplémentation, avant que les gens prennent leur comprimé, soit d'antioxydants, soit de placebo, il y avait des différences de teneur dans le sang, en vitamine C, en bêta-carotène, en vitamine E. C'est-à-dire que les hommes avaient un statut biologique moins favorable en antioxydants. C'est-à-dire qu'ils avaient, parce qu'ils mangent en fait ramenés à leur poids, moins de fruits et légumes que les femmes, étaient donc dans des conditions où ils n'avaient pas de carence, mais étaient avec des niveaux bas sanguins de ces vitamines. Et que le fait de leur apporter ces vitamines et minéraux les a amenés
au niveau que les femmes, spontanément, avaient par leur alimentation. Donc, en fin de compte, on a démontré qu'on corrigeait simplement les insuffisances d'apport. On rattrapait un peu le retard qu'avaient les hommes. Voilà. Et que ce retard, c'était lié à une plus faible consommation de fruits et légumes. Donc, la recommandation de Nutri-Score, ça a été de dire, c'est pas prendre une capsule qu'il faut faire. C'est manger plus de fruits et légumes, au moins 5 fruits et légumes par jour pour toute la population. En plus, dans les antioxydants, on a trouvé dans certains sous-groupes des effets néfastes. C'est-à-dire, dans l'étude Suvimax, chez les populations qui avaient, par exemple, un risque plus élevé de cancer de la prostate, qu'on a pu mesurer avec la mesure du taux sanguin de PSA, d'un antigène prostatique, ceux qui avaient ce risque, les antioxydants augmentaient l'apparition des cancers de la prostate. Donc, au total, les conclusions, c'est d'être prudent. Il ne faut pas se supplémenter, il ne faut pas prendre des comprimés achetés chez le pharmacien ou au supermarché d'antioxydants. Ça ne sert à rien, voire même ça peut être délétère, notamment chez les sujets à risque, les fumeurs, les gens qui peuvent avoir un cancer de la prostate. On a trouvé des liens avec le cancer de la peau, donc il ne faut pas prendre d'antioxydants sous forme de compléments et de suppléments en dehors d'indications médicales. C'est l'auto-supplémentation qu'il ne faut pas faire. L'auto-supplémentation, oui. Par contre, il faut aller chercher ces antioxydants dans l'alimentation. Donc, il faut manger des fruits et légumes, en quantité importante, au moins 5 fruits et légumes par jour. Il faut manger plutôt des produits céréaliers complets qui apportent des minéraux, le zinc, le sélénium, etc. Donc, vous voyez que la conclusion, ça n'a pas été de dire on aurait pu breveter et vendre, on aurait fait sûrement fortune, la pilule Suvimax. Ça aurait permis de rembourser les 8 ans de suivi. Ah oui, puis ça nous aurait permis de partir très tôt à la retraite. Vous n'auriez pas été là, vous auriez été au soleil, on n'aurait pas pu faire cette vidéo. Absolument. On n'aurait pas pu la faire et on se serait senti très très mal à l'aise. On a rapidement dit, d'abord, on a empêché qu'on puisse récupérer ce nom de Suvimax, mais surtout, ne prenez pas d'antioxydants en dehors d'indications médicales précises, sous forme médicamenteuse, surtout s'il y a des doses élevées, ça peut être vraiment un risque. Cherchez, parce que ça c'est bien adapté, dans les fruits et légumes, parce que vous aurez à la fois des antioxydants, puis beaucoup d'autres éléments favorables à la santé. Donc les conclusions ont d'ailleurs généré le slogan, qui était d'ailleurs déjà en vigueur dans d'autres pays, au moins 5 fruits et légumes dans le programme national Nutrition Santé, et ont contribué à développer des actions de promotion de la consommation des fruits et légumes. Tes conclusions, elles sont quand même assez claires. Parce que toi, tu dis que il faut nettoyer le plan de travail de nos cuisines de ces suppléments quand même. Si c'est pas des suppléments qui ont été prescrits dans un cadre médical, donc s'il n'y a pas eu une prise de sang, un déficit qui est constaté, et donc une supplémentation dans le cadre de combler ces déficits. Si c'est l'auto-supplémentation, ça part à la poubelle. Pourtant, moi, je rentre dans une pharmacie, je vois ça partout. Je vais chez des amis à droite à gauche, il y a ça également partout. C'est un marché qui est colossal. Malheureusement, l'étude, elle est relativement peu connue, je trouve. Et elle a assez peu fait bouger les lignes. Je suis désolé de dire ça. Non, tu as raison. Non seulement cette étude, mais il y a eu beaucoup d'autres études. Il y a eu des essais du même type faits en Finlande, aux États-Unis, qui arrivent aux mêmes conclusions. Donc, ce qu'on a beaucoup de mal, parce que là encore, comme tu l'as dit, c'est un marché très très puissant. Et donc, on a beaucoup de mal à obtenir une législation qui toiletterait les choses et qui éviterait que ces produits qui sont en vente libre, ils échappent. Ce ne sont pas des médicaments. Donc, ils n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché. C'est assez facile de mettre un supplément en vente, de créer son supplément et de le commercialiser en réalité. Absolument. Alors, il y en a dans les pharmacies, il y en a dans les supermarchés, il y en a sur les réseaux sociaux qui sont en vente. C'est extrêmement inquiétant parce que, dans le pire des cas, ça ne fait mal qu'au portefeuille parce que c'est cher en plus ces produits. Mais pris avec des doses importantes, ces produits peuvent avoir des effets délétères. Et comme très souvent, ces antioxydants qu'on retrouve alors sur des comprimés, mais également dans beaucoup de produits de beauté, dans beaucoup de choses, c'est très utilisé par le marketing. Eh bien, ces produits peuvent avoir des effets pro-oxydants. Donc, au lieu de s'opposer au vieillissement cellulaire, ils peuvent le favoriser lorsqu'ils sont pris à des doses importantes. Or, quand on vend des pilules marquées plus beau, plus jeune, plus viril, plus intelligent,
certains comprennent, pour être encore plus beau, plus viril, plus intelligent, plus je ne sais quoi, il faut en prendre encore plus. Donc au lieu de prendre même la dose qui est recommandée par le fabricant, ils vont prendre 2 fois plus, 3 fois plus, pour être encore plus efficace. Or ça, c'est là que ça devient réellement dangereux. Donc on pousse les pouvoirs publics, mais jusqu'à présent, on n'a pas réussi à moraliser un peu ce secteur des compléments parce qu'il y a des enjeux économiques très importants. L'organisme est assez incroyable parce qu'en fait, si on a des vitamines C ou n'importe quelle autre vitamine qui sont apportées par l'alimentation, par une orange, on aura des bienfaits pour la santé. Par contre, si cette vitamine C, elle est prise dans un comprimé, on n'aura pas de bienfaits, voire peut-être même des effets délétères. Alors oui, c'est tout à fait cela, hein. Mais en fait, c'est pas si absurde parce qu'en fait, c'est pas si difficile à comprendre. On mange pas 5 kilos d'oranges. Spontanément, on va manger 1 orange, 2 oranges, peut-être 3 oranges, c'est certain. Mais on voit qu'il y a des limites. Dans un comprimé, on va concentrer, mettre des quantités extrêmement importantes. En plus, quand on mange les nutriments, les vitamines, les minéraux, dans l'aliment, il est dans une matrice, il y a beaucoup d'autres choses. Donc, pour beaucoup, à tout point de vue, on va trouver les avantages sans les inconvénients dans l'aliment, alors que dans le complément et supplément, j'insiste bien en dehors d'indications médicales, où là, il y a une justification à en prendre, il y a un vrai risque. Ce que d'ailleurs on dit, puisqu'on n'a pas réussi à empêcher, à moraliser un peu ce secteur, c'est qu'au moins il y a des messages qui alertent sur le fait qu'il ne faut pas prendre plus que la dose proposée, et 2, on pousse à ce qu'il ne soit pas plus consommé que sous forme de cure. Prendre 15 jours de vitamine C, on ne sait pas si c'est efficace pour quoi que ce soit, mais ça fait de mal à personne. Mais en prendre tous les jours à des doses élevées, prendre du bêta-carotène tous les jours à des doses élevées, réellement, ça peut conduire à des effets délétères. Donc, t'as pas de vitamines chez toi? J'ai pas de vitamines en dehors d'une corbeille de fruits et légumes et pas de minéraux en dehors de produits céréaliers complets. C'est le message qu'il faut garder, en fait. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui veulent les effets de ces suppléments, ils mangent des fruits, des légumes et des céréales complets. Et c'est quand même beaucoup plus plaisant de manger cela que d'avaler une petite pilule. Je pense. On parle de Nutrinet ? Avec grand plaisir. Donc, Nutrinet, c'est encore une étude dont tu es à l'origine avec ton équipe. Nutrinet pour nutrition et Internet, je suppose. C'est une étude qui fonctionne sous forme de questionnaire auquel les gens peuvent s'inscrire pour renseigner sur certaines problématiques de santé. Est-ce que tu peux nous expliquer comment c'est, ce que ça fonctionne et est-ce qu'on peut encore y participer ? Oui, alors Nutrinet, c'est un peu la fille de Subimax. Avec Subimax, on a appris 2 choses. Un, que on pouvait s'aider de technologie. Alors à l'époque, c'était très basique et très rustique, le Minitel. Après, il y a eu Internet, donc ça nous a amené à réfléchir, à se dire, on pourrait utiliser de nouvelles technologies. Et 2, au-delà de l'hypothèse sur les antioxydants, dans Subimax, on contrôlait tellement de facteurs qu'on a essayé de regarder beaucoup d'autres choses sur les relations entre l'alimentation et la santé. Et on s'est rendu compte que 13 000 personnes pendant 8 ans, c'était formidable déjà, mais si on voulait aller encore plus loin dans les conclusions sur les liens entre alimentation et santé, il fallait travailler sur des très grandes populations. 100 000 personnes, 150 000 personnes, et les surveiller très longuement. Et donc, en 2007, avec mes collègues, on a réfléchi à se dire, maintenant le Minitel, c'est obsolète, mais Internet, c'est à la fois beaucoup plus moderne, beaucoup plus efficace, parce qu'on peut collecter encore mieux les informations, c'est gratuit, on peut mettre des vidéos, donc on peut donner des explications, c'est plus facile à remplir, c'est plus ergonomique, plus vivant. Il y avait à l'époque, en 2007-2008, environ 60% déjà de la population qui avait accès à Internet. Et puis surtout, on voyait les courbes d'augmentation exponentielle de la pénétration d'Internet. Donc on s'est dit, on va construire une nouvelle étude qui va être de développer un laboratoire humain au service de la recherche, essayer d'avoir le plus de volontaires possible et de les surveiller de façon le plus souple pour eux et pour nous, parce qu'on automatise après les choses, par Internet. Et donc on a lancé en 2009, après avoir fait plein de tests, pour s'assurer que les méthodes utilisées par rapport aux méthodes conventionnelles fonctionnaient bien. Et on a vu que ça marchait très bien. Une enquête alimentaire, c'est très long. Sur un questionnaire papier, c'est très long. Par une diététicienne, c'est très bien fait, mais c'est très cher. Et par Internet, c'est beaucoup plus rapide, même si ça prend quand même un peu de temps.
Il y a beaucoup d'aides visuelles que l'on peut donner pour estimer les tailles de portions et autres. On peut garder en mémoire des choses. Donc ça marche extrêmement bien et ça fonctionne d'autant mieux que le volontaire, face à l'ordinateur, il se sent pas jugé par une diététicienne ou un nutritionniste. D'ailleurs, c'est amusant, dans nos tests, on s'était rendu compte que les mêmes sujets, selon qu'on les faisait interroger avec les méthodes conventionnelles par une diététicienne ou par l'ordinateur, par la diététicienne, elle recueillait des quantités plus faibles d'alcool ou de sucre. Alors qu'à l'ordinateur, où vraisemblablement inconsciemment ne se sentant pas jugé, on répond avec plus de objectivité et de véracité. Absolument. Donc, on a lancé cette étude avec le soutien des médias pour recruter les personnes. On a recruté 170 000 personnes. C'est incroyable. Ah oui, c'est formidable. Alors, certains ont commencé en 2009 et puis l'inclusion est permanente. Donc, il y a des gens qui sont inclus 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans. Et il y a encore des gens qui s'incluent aujourd'hui et on demande encore aux personnes de s'inclure parce que plus il y aura de sujets, plus on pourra mieux comprendre les relations alimentation-santé. Donc, c'est facile de s'inscrire. Il faut aller sur le site études-nutrinet-santé.fr. On s'enregistre et on reçoit tous les éléments d'information. Et Nutrinet, ça a comme objectif de comprendre encore mieux les relations alimentation-santé, d'affiner pas seulement les aliments, les nutriments, les comportements, mais également les additifs, l'ultra-transformation, le bio, etc. Comprendre ce qui détermine les comportements alimentaires des consommateurs et tester l'impact de mesures de santé publique, comme par exemple Nutri-Score a été testé, entre autres dans la cohorte Nutrinet Santé. Donc, ça fonctionne comment? Avec des questionnaires. Donc, la personne va renseigner ce qu'elle mange. Et du coup, il va y avoir un suivi et on va voir si cette personne, elle tombe malade, par exemple. Et donc, on va chercher à voir s'il y a une corrélation à l'échelle de ces 100 000 personnes entre des gens qui mangent plutôt ce type d'aliment ou ce type d'aliment et avec ce type de pathologie. Absolument. C'est vraiment alors un système qui est le plus souple possible pour le volontaire qui participe. Ce sont des volontaires là aussi bénévoles. Et ils remplissent des questionnaires de base. Alors au début, il y a des questions alimentaires, sur l'activité physique, les antécédents médicaux, personnels et familiaux, des mesures anthropométriques, son poids, sa taille. Il y a des petits questionnaires de base. Et ensuite, chaque mois, il reçoit un petit questionnaire. Ça prend pas beaucoup de temps. Certains sont obligatoires, certains sont facultatifs, certains sont envoyés à tout le monde, certains sont envoyés à des sous-échantillons. Il répond. Chaque année, il a à nouveau le questionnaire de base qu'il doit actualiser. Et puis, on lui demande de nous informer sur tous les problèmes de santé qui peuvent survenir. Alors, il y a plusieurs moyens pour le faire. Il peut soit avoir accès à un site spécifique où il renseigne, ou il peut répondre à des questionnaires qui sont posés. C'est pas compliqué à faire et c'est vraiment extrêmement utile. Parce que la masse d'informations qu'on est capable de collecter sur cette grande population vraiment permet des avancées extrêmement notoires dans le domaine de la nutrition et de la santé. Bon, sur l'ultra-transformation, c'est entre autres... Quelles sont les conclusions alors auxquelles Nutrinet ont abouti? Alors aussi bien sur le rôle de la viande rouge consommée, enfin de la viande de boucherie en excès sur les risques de cancer, notamment de cancer colorectal, les effets favorables ou défavorables du fer selon les types de population et les quantités consommées. On a vu les édulcorants, non? Les édulcorants, les effets néfastes des édulcorants. Bon, le sucre sur des liens qui étaient connus avec certaines maladies, mais pas avec d'autres comme les cancers. Le rôle des additifs, les émulsifiants. On vient de publier tout récemment les liens qui existent entre les émulsifiants et certains types de cancers. Donc, à la fois sur le plan de l'alimentation, des nutriments, des additifs, mais également les comportements, l'alimentation intuitive, est-ce que ça a un effet favorable? Ces gens qui intuitivement sont attirés par certains aliments ou d'autres. Donc, des aspects psychologiques, donc des aspects culturels. Alors, l'alimentation intuitive, justement, parce qu'on a eu un invité qui nous parlait de ça. Alors oui, c'est des choses extrêmement intéressantes. Alors, on est encore dans des constatations, mais on voit l'intérêt que peut représenter certains types de comportements. On voit également le rôle des régimes. Donc, le fait d'être sans gluten, vegan, végétarien, on teste tout cela. On teste des mesures santé publique. On a testé le Nutri-Score. On teste est-ce que la taxe est bien une taxe sur les produits gras, sucrés, salés serait-elle bien acceptée. Bon,
Sur l'alcool aussi, moi j'ai vu. Oui, sur l'alcool, on montre malheureusement que c'est mauvais dès la première goutte. Que rapidement, dès qu'on en consomme, il y a un effet délétère, notamment chez les femmes en termes de risque de cancer du sein. Là encore, ça ne veut pas dire qu'il faut pas en consommer. Simplement, il faut être conscient que ce n'est pas anodin et que ça n'est pas simplement les grandes quantités qui sont délétères, que déjà des petites quantités peuvent avoir des effets délétères. Donc, on n'est pas dans le côté hygiéniste, moralisateur, mais on est sur le fait qu'il faut informer, notamment les jeunes, sur le fait que ça n'est pas banal de consommer de l'alcool et que même avec des petites doses, ça réellement peut avoir un impact à terme sur les deux maladies. Tu dis que vous ne dites pas qu'il ne faut pas en consommer, mais vous dites pas également qu'il faut en consommer, parce qu'on a aussi des fois un peu ce message qui est véhiculé, comme quoi boire un verre de vin rouge par jour serait bon pour la santé. Alors oui, ça c'est un mythe qui repose à la fois sur encore l'action des lobbies qui ont poussé à développer des travaux et des interprétations. On a parlé à un moment du paradoxe français, du French paradox, en disant, vous voyez, les Français, ils mangent du foie gras, ils boivent du vin, et ils sont en meilleure santé que les Américains. Mais on sait aujourd'hui que ça n'est pas vrai. Les petites doses d'alcool, même de vin, parce que parfois on a dit, c'est le vin rouge qui protège. Non. Tous les alcools, vin, bière comprise, même à petite dose, ont des effets néfastes à la santé. Donc, on a maintenant une accumulation de travaux scientifiques, Nutrinet, mais dans beaucoup d'autres études, qui justifient à faire des recommandations de dire si vous ne buvez pas, ne prenez pas un verre de vin en pensant que ça sera favorable pour votre santé. Et si vous consommez de l'alcool, réduisez au maximum votre consommation pour votre santé. Si on prend un autre exemple, avec les édulcorants et le Coca-Cola par exemple, qu'est-ce qui vaut mieux? Est-ce qu'il vaut mieux consommer du Coca normal qui va être très sucré, ou un Coca zéro avec des édulcorants qui du coup ne sera pas sucré par définition, mais aura d'autres substances qui peuvent être néfastes pour la santé? Alors c'est une question en effet très pertinente et très difficile, parce qu'en fait, ça dépend du type de consommation. Si vous êtes un consommateur occasionnel, vous prenez un Coca-Cola une fois de temps en temps, aucun problème. Vous pouvez le prendre sucré sans aucun problème. Si vous êtes un très grand consommateur de Coca-Cola et que vous n'arrivez pas à réduire, là, il peut y avoir un intérêt à prendre plutôt une forme édulcorée. Mais on ne recommande pas de consommer d'abord des grandes quantités de Coca-Cola, à la fois s'ils contiennent du sucre et s'ils contiennent des édulcorants. Mais on peut penser que là, il peut y avoir un petit avantage, même s'il reste encore des effets délétères, au moins sur la prise calorique et le risque de surpoids, de prendre plutôt sous forme édulcorée. Mais ce que l'on pousse, c'est de dire il vaut mieux éviter de prendre des quantités importantes de soda sucré et même de soda édulcoré. Voilà, quand on a soif, le mieux, ça reste l'eau. Le mieux, ça reste l'eau. Il faut retrouver le plaisir de boire de l'eau. Ça peut être aussi du thé, en évitant de consommer trop sucré. Mais l'eau, c'est la boisson de base. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est la seule boisson qui est classée A par Nutri-Score. C'est que toutes les autres boissons contiennent des éléments qui sont, à terme, pas trop favorables à la santé. Donc, certes, les sodas sont les plus mal classés. Les jus de fruits sont dans les classes intermédiaires parce que quand même, ils contiennent des quantités importantes de sucre. C'est mieux que les sodas qui contiennent pas de vitamines minéraux. Mais si vous prenez beaucoup de jus de fruits, ça apporte des quantités de calories très importantes. Un jus de fruits, c'est quasiment autant de sucre qu'un soda, mais ça a l'avantage d'avoir des vitamines plus intéressantes. Mais ils sont dans les classes intermédiaires, mais l'eau est la seule boisson qui est vraiment à recommander. Bon, on est revenu sur le Nutri-Score, donc la boucle est bouclée. Je te propose qu'on finisse avec 2 questions qu'on pose à tout le monde. Serge, si tu devais donner qu'un seul conseil à tout le monde pour être en meilleure santé, ce serait lequel? Alors, ce serait de manger plus de fruits et légumes, de produits céréaliers complets, je l'ai dit à plusieurs reprises, de suivre les recommandations nutritionnelles. Il y a un site mangerbouger.fr des pouvoirs publics qui donne tous les conseils, d'avoir une activité physique régulière également, parce que ce qui est important, c'est ce qui rentre, ça c'est l'alimentation, mais c'est également nos dépenses énergétiques. Donc d'avoir une activité physique, si possible faire du sport, mais si on ne fait pas de sport, on peut dans la vie quotidienne, plutôt de temps en temps, quand on n'est pas trop fatigué, monter à pied plutôt que prendre un ascenseur, marcher, donc avoir vraiment
une pratique d'activité physique et garder le plaisir à la fois de l'alimentation et de l'activité physique. Et c'est pas incompatible avec la santé. Deuxième question, toi, qu'est-ce que tu as mis en place récemment dans ta vie pour être en meilleure santé? Alors, moi j'ai fait partie de cette génération où j'ai fumé beaucoup étant jeune. J'ai mangé beaucoup de viande, de produits gras sucrés et salés, mais par mon parcours professionnel, j'ai réussi à mettre en pratique ces recommandations. J'ai arrêté de fumer, heureusement, il y a très longtemps. Mais c'était à une époque où même étudiant en médecine, on fumait à l'hôpital. Et nos patrons fumaient même dans les salles des malades. Ça remonte à l'Antiquité. Ça remonte à longtemps. C'est incroyable. Hein. Même maintenant, rentrer dans un bar où les gens fument, ça nous heurte. Absolument. On a fait quand même, heureusement, des progrès. Mais ce que j'ai pris conscience, c'est que aujourd'hui, manger sainement, c'est pas une punition, c'est pas les épinards à la vapeur qu'on avait à l'école qui étaient parfois peu attractifs. On peut vraiment se faire plaisir. Alors, si on a le courage et le temps, manger du fait maison, cuisiner, éviter les aliments industriels, manger plutôt des aliments bruts, privilégier le bio pour les aliments végétaux. Et puis, faites-vous plaisir. Et il y a une compatibilité tout à fait extrême entre manger des aliments qui sont bons pour la santé et qui font plaisir, qui permettent de maintenir également le plaisir, la convivialité et le partage. Tu cuisines du coup, si tu nous dis ça. Alors, si ma femme était là, qui est également médecin, qui travaille sur le même sujet que moi, elle dirait pas suffisamment, ce qui est vrai, mais oui, il faut essayer de cuisiner au maximum. Et si on ne cuisine pas, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on n'a pas envie, il faut mieux choisir des produits qui sont nutritionnellement les plus favorables, et c'est là que le Nutri-Score est particulièrement intéressant. Merci beaucoup Serge, et à très vite. Merci beaucoup, à très bientôt. Cliquez ici pour visionner notre guide complet sur comment perdre du poids durablement après 50 ans. On a passé des mois et des mois à lire des articles scientifiques à ce sujet pour vous proposer cette vidéo exceptionnelle. Regardez-la et faites-nous un retour franc dessus. À tout de suite dans cette vidéo.